L'assiette anti-stress, c'est la revue de presse du vendredi 5 février 2021. Avant de commencer, comme tout bon youtubeur que j'oublie un peu de faire, merci de vous abonner à la chaîne ainsi que de faire un petit pouce sur la vidéo. Je pense que ça aidera beaucoup de monde parce que ce sujet, les autres aussi j'espère, est vraiment super intéressant et très bien fait. Alors c'est dans l'écho de la micronutrition, donc sachez que pour cette semaine, c'est pas du tout un magazine que vous pourrez trouver malheureusement en kiosque, mais c'est un magazine professionnel qui est édité par l'IEDM, qui est l'Institut Européen de la Micronutrition. Et donc c'est vrai que j'ai accès à ce magazine parce que je suis moi aussi micronutritionniste. J'ai passé mon DU, ce qu'on appelle un diplôme universitaire en 2006, et j'ai trouvé ce numéro 63 particulièrement bien fait, tout simplement. Voilà, bon, on commence, hein, on va pas on va pas prendre de retard. Alors là, il y a la double page d'accueil. Et ce qui était vraiment très très bien, c'est, hop, je galère un peu avec le zoom, c'est au niveau, hop, de la partie gauche, voilà, qui explique en fait le mécanisme du stress et les différentes phases. Alors là, ce qui est vraiment d'important pour comprendre, c'est la phase d'alarme, de résistance et de chronicité. En fait, c'est les trois phases qui sont vraiment importantes. Effectivement, la phase d'alarme, en fait, le stress, c'est bien, vous l'avez peut-être entendu, comme son nom l'annonce, c'est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que le stress, dans certains cas, quand il est aigu, c'est ce qui nous permet de survivre. Admettons, vous êtes en danger, et si on n'avait pas de stress, on aurait bien moins de capacité à réagir physiquement et même psychologiquement. Donc l'adrénaline est sécrétée, donc le stress en fait entraîne la sécrétion d'adrénaline sur un court terme, c'est ce qui nous aide vraiment à survivre. Donc jusqu'à là, tout est parfait. Dans un deuxième temps, en fait, on a la phase de résistance, ce qu'on appelle avec l'arrivée de la sérotonine et dopamine qui vont être sollicités, comme on dit. Le cortisol, qui est vraiment l'enzyme de stress par excellence, enfin l'enzyme de stress sur le long terme, qu'il faut vraiment éviter à une sécrétion quotidienne. Donc voilà, donc vous voyez que le cortisol, c'est une molécule de résistance et elle apparaît, c'est celle qu'il faut éviter en phase de chronicité, donc que ça vienne trop fréquemment, un stress trop important, donc quelle que soit la cause, que ce soit une cause personnelle, une cause professionnelle, une cause amoureuse, une cause quelle qu'elle soit, faut vraiment essayer d'abaisser ce stress, tout simplement. Ce cortisol, qu'est-ce qu'il entraîne? Tout simplement, on va le voir. Trop, c'est trop, puis c'est la phase d'épuisement marquée par des taux de sérotonine et de dopamine qui s'effondrent, mais un cortisol encore élevé. Il faut savoir que la sérotonine et la dopamine sont vraiment des hormones pour le bien-être, pour la qualité de sommeil, pour la détente, pour tout ce qui est en fait un équilibre psychique. Donc c'est hyper important d'en avoir dans le sang. Et en fait, dès que le cortisol arrive, tout s'effondre. Donc voilà pour la petite explication sur les trois phases. Le stress, quand il est maîtrisé ou il est à des moments, c'est important. Pour les sportifs, c'est important. Pour tout le monde, c'est important. Mais c'est dans les deux phases d'après qu'il ne faut pas arriver trop longtemps, trop fréquemment et trop longtemps. Alors, voilà, on va regarder un peu plus sur, hop, si je vais arriver avec le zoom, parce que voilà, super. Les neuromédiateurs, c'est vraiment les trois neuromédiateurs modes d'emploi qui sont les plus importants, tout simplement. La dopamine, en fait, agit comme un starter. Elle favorise la motivation. C'est par exemple démarrer le matin, avoir envie de faire des projets. La noradrénaline, quant à elle, stimule l'estime de soi. Dopamine et noradrénaline sont synthétisés à partir d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine, et vous comprendrez maintenant qu'il faut suffisamment de tyrosine dans notre alimentation pour déjà que votre corps puisse fabriquer ces hormones, tout simplement. Et la sérotonine, en fait, qui agit comme un frein, c'est l'hormone, ce qu'on appelle de la sérénité. Prendre du recul, relativiser, contrôler les pulsions vers le sucré, le tabac ou l'alcool. Elle est synthétisée à partir d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qui est un acide aminé présent dans toutes les protéines principalement. Donc voilà pour comprendre un peu. Encore un super dessin. Hop là, ce zoom est vraiment pas super. Voilà, de l'assiette au cerveau, ils ont fait un schéma qui est super. Le schéma suivant représente un neurone et explique comment, à partir de notre alimentation, les neurotransmetteurs sont fabriqués puis libérés dans le cerveau. Comme on l'a vu, effectivement, si l'alimentation ne contient pas déjà les briques pour fabriquer les neurotransmetteurs, il est alors impossible à votre corps de fabriquer la dopamine, noradrénaline et la sérotonine. Donc on prend différents aliments qui vont se transformer donc en tyrosine, tryptophane. Vous voyez, ça c'est la première phase. La tyrosine et le tryptophane sont les acides aminés que l'on trouve dans les protéines. Ils sont en compétition pour traverser la barrière hémato-encéphalique et entrer ainsi dans le cerveau. Dans la partie 3,
dans les neurones, pardon, la tyrosine se transforme en dopamine, comme on l'a vu, puis noradrénaline, et le tryptophane en sérotonine. Et vous voyez que le fer est indispensable pour aider cette action. Ça veut dire que vous avez beau avoir la tyrosine, le tryptophane, tout ce qu'il faut, si le fer, ce qu'on appelle un cofacteur, n'est pas présent, eh ben, la réaction ne peut pas se faire, elle est caduque tout simplement. Et c'est exactement pareil pour la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine, je vais y arriver. S'il y a une carence en magnésium, eh ben, c'est comme si de rien n'était, c'est comme si au final vous étiez carencé tout simplement en acide aminé du tryptophane. Bon, après, sur la fonte synaptique, c'est un peu plus complexe, mais ça, on s'en fiche. Alors, quelque chose qui est super important, vous l'avez déjà entendu maintenant beaucoup parler, on parle vraiment de l'intestin, qui est le deuxième cerveau. Notre intestin contient 200 millions de neurones. C'est énorme. Soit l'équivalent du cerveau d'un chien ou d'un chat, d'accord? Et peut-être, vous le savez, on a 2 kilos de microbiote, de bactéries, et au final, ça fait plus qu'un cerveau, à titre d'information. Voilà, alors quelque chose qui est super important, c'est une expérience qui a été faite au Canada et qui prouve vraiment l'importance ultra élevée de la qualité de votre microbiote, c'est-à-dire la qualité de votre intestin. Ils ont fait dans un premier temps, ils ont implanté le microbiote, donc les bactéries prélevées d'un intestin d'une souris calme, non stressée, dans des souris agressives. Les souris agressives sont devenues calmes. Et inversement, il a ensuite implanté le microbiote intestinal de souris agressives dans des souris calmes. Et les souris calmes sont devenues agressives. Donc là, vous comprenez vraiment très bien que l'intestin est vraiment le deuxième cerveau. Et c'est exactement pareil pour nous. Sachez-le, on peut s'apercevoir que des gens souvent très stressés ont un microbiote qui est déréglé. Ou des gens très, très énervés ont un microbiote qui est déréglé tout simplement. Donc voilà pourquoi l'intestin est hyper important. Et il y a un deuxième terme du coup qui apparaît, c'est les psychobiotiques. En fait, on comprend maintenant que les probiotiques ont une action sur le stress, sur l'activité psychologique, sur l'activité du système nerveux. Et ainsi, en fait, maintenant, on utilise des probiotiques vraiment dans les nouvelles stratégies thérapeutiques sur la prise en charge du stress et de la dépression. Ça, on le savait depuis longtemps, mais de plus en plus d'études vont dans ce sens-là et on montre bien qu'au final, le cerveau, il a beau être isolé, si l'intestin va pas bien, eh ben, le corps agit vraiment comme un tout. Hein. C'est pas, on peut plus agir maintenant dans le cadre d'un organe, d'un organe complètement isolé. Voilà, donc la page d'après, voilà, ça c'est assez aussi intéressant. Ils ont fait vraiment des... Je félicite vraiment ce magazine, est super bien fait. Donc le stress, côté obscur de la force, comme on dit, le stress bourreau des corps, effectivement, en fait, un stress aigu est vraiment pas bon. Il est peut-être à l'origine de crises cardiaques. Et le stress chronique, quant à lui, agit sur tout ce qui est risque cardiovasculaire. Donc surpoids, diabète, hypercholestérolémie, hypertension, tabagisme, enfin bref, ça agit sur tout. Et il faut savoir que les femmes sont plus sensibles au stress, tout simplement pour les maladies coronaires, parce qu'elles ont justement des artères coronaires qui sont plus fines que les hommes et donc plus vulnérables, tout simplement. Stress et kilo, même combat. Si stress aigu, souvent c'est on a l'appétit qui est coupé, d'accord, c'est-à-dire qu'on n'a plus faim si c'est vraiment de manière aigu comme c'est indiqué. Et quand c'est chronique, eh ben, ça entraîne le grignotage. Et le problème du grignotage, c'est que vous allez prendre du poids, évidemment, et que surtout qu'un stress chronique, eh ben, comme vous l'avez vu, va augmenter la sécrétion de cortisol qui elle-même, en fait, diminue l'activité en fait, de l'insuline. Il faut savoir que votre corps fabriquait plus d'insuline pour contrecarrer ça. Et du coup, l'insuline, son rôle, c'est de mettre en stock. Tout simplement, c'est de stocker les graisses. Du coup, vous allez plus stocker tout simplement. Alors après, ce qui est intéressant, c'était aussi stress et bonne santé, des ennemis pour la vie, des moins bonnes, effectivement, défenses immunitaires. Ça, on a pu le voir de manière assez importante. C'est un stress amoindrit carrément vos défenses vos défenses, qu'elles soient bactériennes, virales ou des champignons. Et c'est effectivement un accélérateur du vieillissement. En fait, il faut savoir que le stress favorise l'oxydation et l'oxydation est un des principales causes de vieillissement, tout simplement, au même titre que le fer qui rouille. Nous, on peut dire qu'on rouille comme on dit. Alors voilà, l'assiette anti-stress, on va y aller dans le vif du sujet maintenant pour comprendre un peu mieux, pour comprendre justement ce qu'on a vu avant, c'était pour comprendre. Mais là, ils ont vraiment fait quelque chose de super.
Un allié incontournable, vous l'avez compris, le magnésium. Il faut savoir que énormément de Français sont carencés en magnésium. Enfin, quand je dis de Français, mais c'est de pays européens, parce qu'on mange de plus en plus de produits blancs, du pain blanc, des pâtes blanches, des produits ultra raffinés dont le magnésium n'est plus présent dessus. Donc, ce qui est pas mal à privilégier, c'est les fruits et légumes frais et secs, les oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes. Les eaux minérales, je suis pas trop fan parce que c'est un magnésium qui est pas très bien assimilé. Il va aller plus dans les sels. Et je préfère, moi, une eau du robinet filtrée et dynamisée. Dans la vie, il faut pas s'en faire, comme on l'a vu. Vous l'avez vu que le fer est ce que je rappelle un coenzyme, un cofacteur plutôt. Enfin, un coenzyme peut-être, un cofacteur. Et du coup, il faut pas être carencé, si vous avez beau être si vous avez beau apporter tous les acides aminés, aussi bien même sous forme de compléments alimentaires de la meilleure marque, mais il vous manque le fer, et ben ça sert absolument à rien. Les vitamines du groupe B sont souvent aussi un peu oubliées. Pourquoi? Parce qu'elles sont un peu au même titre que le magnésium. Les vitamines du groupe B se trouvent dans les aliments complets, tout simplement, et elles sont hyper importantes pour le fonctionnement des neurotransmetteurs. Donc c'est pareil, dès que vous avez une carence, votre cerveau fonctionne bien moins. Donc là, on conseille les légumes à feuilles vertes, les légumes secs, les fruits de mer, le foie. Ça, je conseille pas trop le foie. Et ce qui est pas mal, c'est les soupes, une cuillère à soupe, ou deux même, de germe de blé ou de levure de bière. Ça, c'est génial. Ça donne un petit goût de noisette dans vos salades. Vous pouvez même en mettre dans les soupes, dans les pâtes. Bref, je conseille ça sous forme de vraiment de condiments comme de sel et poivre. Et bien évidemment, un cerveau bien huilé, il nous faut absolument les oméga 3. Je rappelle que les oméga 3 sont des graisses fonctionnelles et non de stockage. C'est-à-dire qu'elles vont jamais quasiment vous faire grossir, à part si vous en prenez des quantités. Ça demande énormément d'énergie de transformer votre corps en bons oméga 3 en graisses saturées de stockage. Donc, les oméga 3 plutôt d'origine végétale. L'huile de noix, c'est super bon. En plus, la plupart du temps, elle est française. Donc, allez-y, 2 à 3 cuillères à soupe par jour sans problème vous fera un plus grand bien. Les protéines bien équilibrées, en fait, c'est effectivement la tyrosine et le tryptophane sont des acides aminés principalement présents en très grosse quantité dans les protéines, donc c'est viande, poisson, œuf. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a vu sur le schéma tout à l'heure, il y a un phénomène de compétition. Et ce qui se passe, c'est que si vous amenez beaucoup de tyrosine et de tryptophane, on amène aussi beaucoup des autres acides aminés et ça peut rentrer en compétition comment ça s'appelle, au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est pour ça que c'est pas pour vous dire qu'il faudra se gaver de viande et vous aurez plus de chances d'aller mieux. Non, pas du tout. Il faut vraiment équilibrer les sources de protéines, aussi bien des sources végétales, des sources marines que des sources animales, végétales et marines. Je sais plus si j'en ai oublié une, donc je vous les rappelle. Pour ceux qui consomment des protéines animales, préférez les mélanges céréales plus légumineuses, riz plus soja plus pois chiches et semoule. Et des glucides en perfusion, donc les glucides sont les sucres. Bien évidemment, ce qu'il faut, c'est les sucres lents, donc via les féculents principalement. Voilà, après, un petit plus sur ce qui pourrait vous aider en complément alimentaire. Effectivement, j'ai oublié, ambition de ces intestins avec les pré et les prébiotiques. Donc, grosso modo, les prébiotiques, c'est toutes les fibres. Donc, tous les fruits et légumes, clairement, ça, c'est très, très bien. Et les probiotiques, en fait, c'est des bactéries vivantes nécessaires à l'équilibre de votre intestin. Et on les trouve dans tous les aliments fermentés, type lait fermenté, miso, kéfir, kombucha. Et ben ça, c'est vraiment super. C'est très bon. En plus, une fois que vous avez goûté, vous allez voir que vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, l'IEDM, donc l'Institut européen de micronutrition, conseille 4 plantes notamment qui peuvent donner un coup de peps, vraiment pour le bien-être psychologique. La rhodiole, moi la rhodiole, je la conseille vraiment pour comment ça s'appelle, une stimulation du système nerveux et physique. Il faut savoir que la rhodiola est très utilisée. Enfin, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est sur les études américaines qui disaient que beaucoup d'étudiants aux États-Unis en prennent quand ils sont en phase de révision notamment. Donc la rhodiola, comme rhodiola, faut savoir que rhodiole, son nom c'est Rhodiola rosea. Elle a un effet stimulant, elle favorise l'adaptation et la résistance au stress, empêche la dégradation des neurotransmetteurs. Donc c'est-à-dire que votre sérotonine restera plus longtemps dans votre bouton neurosynaptique. Il agit, si on peut dire dans ce cas-là, vraiment entre guillemets, un peu comme un antidépresseur, un INS, c'est-à-dire j'ai perdu le nom. Non, c'est pas un INS, excusez-moi. En fait, c'est certains antidépresseurs, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, évitent la dégradation de la sérotonine dans l'espace intersynaptique et la rhodiole agit un peu
pareil. La passiflore, elle, on va vraiment la prendre pour un effet calmant, au même titre que la valériane et l'aubépine. C'est vraiment des calmants, c'est-à-dire quand on a un gros stress, on est tendu, on a de la tachycardie, on a du mal à dormir, on partira sur ces 3 plantes davantage que sur la rhodiole. L'aubépine, quant à elle, est vraiment un protecteur cardiaque, donc vraiment si en plus votre corps s'emballe, c'est vraiment l'aubépine qu'il faut prendre en premier. Ben voilà, vous en savez un peu plus sur ça. En tout cas, vraiment, je rappelle, je félicite vraiment le magazine de l'écho de la micronutrition, l'assiette anti-stress, qui a vraiment fait un super dossier. Bravo à vous. Et maintenant, vous avez compris que le cerveau, on en a 2 finalement, et que le deuxième est tout aussi important que le premier. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour une autre revue de presse. Au revoir.